Allez, moi je voulais vous parler d'intelligence collective. On a parlé d'intelligence artificielle qui se base beaucoup sur l'ordinateur et sur la machine. Et moi je crois quand même en l'humain et je pense que c'est intéressant aussi de travailler sur l'humain. Donc qu'est-ce que c'est l'intelligence collective? Ça va s'opposer à l'intelligence individuelle ou une intelligence personnelle. Et en fait, avec le collectif, on va multiplier les intelligences pour devenir quelque chose de prodigieux. Donc ça passe par du lien, c'est nécessaire d'avoir du lien pour créer. Et puis l'idée de l'intelligence collective, c'est d'améliorer souvent une tâche existante. Euh, dans les points clés de l'intelligence collective, c'est qu'il faut raisonner groupe. Donc, le groupe, c'est comme une équipe de foot, une équipe de rugby qui va jouer ensemble. C'est aussi un groupe de musique qui va faire une mélodie ensemble, un groupe de jazz ou un groupe normal. Je vais exclure le groupe d'orchestre parce que lui, le groupe d'orchestre, il a un chef d'orchestre justement, et donc ce sera un tout petit peu différent. Et on sort un petit peu d'intelligence collective. Ce qui est important aussi, c'est la notion d'holoptisme, c'est-à-dire le principe de voir tout, c'est-à-dire que ce soit aussi bien les joueurs sur le terrain ou les musiciens dans le groupe, ils entendent ce que se passe à côté, ils voient ce qui se passe à côté, et ils interagissent, et c'est comme ça qu'il va se passer une vraie intelligence collective. Ce qui est important, c'est qu'il y a un contrat entre les individus, qui correspond un peu aux règles du jeu, aux règles de la mélodie. Les participants sont généralement liés par un objet lien, qui va être par exemple pour le footeux ou le rugbyman, le ballon. Pour le musicien, c'est la mélodie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est le principe de l'économie du don. Ça s'oppose à l'économie de compétition, qui est un peu l'économie qui gère beaucoup notre société actuellement. Et pour l'économie du don, il faut savoir donner avant de recevoir. Alors, le problème, c'est qu'on donne avant peut-être de recevoir, on n'est pas sûr de recevoir, mais souvent, quand on reçoit, généralement, on reçoit plus que initialement. C'est l'exemple dans l'économie du don, c'est l'exemple du projet Hyperloop, qui est un objet d'intelligence collective hyper intéressante, qui avait été pensé par Elon Musk, et ne pouvant pas gérer ça parce qu'il a SpaceX et parce qu'il a Tesla, il s'est dit je le donne à la communauté, donc c'est un projet open source, et donc maintenant il y a des boîtes privées qui sont intéressées à ce projet open source et qui développent Hyperloop pour essayer de faire un train hypersonique pour relier Los Angeles à San Francisco je crois, en moins de 30 minutes. Alors, on peut se poser la question de se dire, est-ce que finalement l'intelligence collective, c'est peut-être une utopie? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Auroville. Alors, Auroville, c'est une ville qui est en Inde, qui est une ville expérimentale, qui a été créée par une femme d'un ancien philosophe en Inde, et qui est en fait une ville qui est un lieu de vie communautaire universel, où hommes et femmes apprennent à vivre ensemble en paix, dans une harmonie parfaite, au-delà de toute croyance ni opinion politique. Et donc, il y a quand même maintenant plus de 3000 personnes qui vivent dans cette ville-là, complètement cloisonnées, qui sont autosuffisants et qui sont visiblement en pleine harmonie. Et donc ça, on est sur vraiment une force d'intelligence collective qui semble être quand même une utopie au départ. Le problème, c'est souvent il y a des limites dans tout ça, dans ces intelligences collectives. La première limite, c'est le nombre. Il est vrai que quand on arrive à un groupe qui est trop grand, la tentation du groupe, c'est de finalement se scinder parce qu'il n'y aura plus avoir de l'harmonie prévue. C'est pour ça que les joueurs de foot, c'est 11, les joueurs de rugby, c'est 15, mais il n'y a pas beaucoup de sports collectifs qui arrivent à 25 ou 30 personnes d'un coup sur le même terrain. Et donc, comme les abeilles, ils vont finalement se scinder en faisant 2 ruches différents à partir d'une reine. Il y a une autre limite, c'est la distance. C'est vrai que quand on est loin, il est difficile de réfléchir en groupe. L'avantage, c'est que maintenant, avec les moyens modernes et notamment tout ce qui est Internet et tout ce qui est connexion, on peut se rapprocher et du coup, on dépasse ces limites à la fois de nombre et de distance. L'intelligence a été bien décrite avec des phases successives. Je reprendrai un petit peu les phases, mais en gros, il faut être assez clair au départ sur l'enjeu, la vision des choses, trouver les bonnes personnes, construire un cadre, donc notamment les règles du jeu, et après, de là, on va pouvoir faire fertiliser tout ça et faire tourner la boucle pour revenir à chaque fois à une réflexion, à réfléchir et à recommencer la boucle. Alors, l'intelligence collective, en fait, vous en connaissez tous. Par exemple, en chirurgie du rachis, c'est tout simplement la SFCR ou la JCR, qui est un but de partager, se former ensemble, de réfléchir ensemble. On va plus vers la recherche clinique, là, comme ce qui est cher à Bertrand. Il y a l'ISSJ et l'ISSJ, qui sont 2 groupes qui travaillent ensemble sur de la recherche clinique, mais que en déformation rachidienne. Ce sont des groupes qui ne sont pas finalement énormes, qui correspondent tout à fait à des formes d'intelligence collective. Ils sont 25-30, assez bien structurés, et ils partagent de la donnée. Et ça semble marcher, puisque, par exemple, l'International Spine Study Group est à près de 255 publications sur les 10 dernières années. Donc, en effet, ça a l'air de marcher, de travailler
ensemble. Ce qui m'amène à un projet de recherche d'intelligence collective en recherche clinique. C'est Spine Research Community, donc c'est une association de loi 1901 à but non lucratif. On retrouve un petit peu le principe de l'économie de dons, qui a été créée l'année dernière, en fin d'année 2020, notamment avec Vincent Chalier, et qui a pour but de faire de la recherche clinique collaborative. L'avantage, c'est qu'on a un moyen qui est le logiciel commun, qui est donc là, Follow. On aurait pu prendre quelqu'un d'autre, mais il s'avère que Follow est bien organisé pour ça et on est tombé au bon moment. Et à partir de ce logiciel commun, on va faire une organisation commune et qu'on va matcher pour pouvoir faciliter la recherche. Donc, si on reprend les différentes étapes de l'intelligence collective, on s'aperçoit que on a clairement clarifié les enjeux et la vision. Donc, l'enjeu, c'est de faire de la recherche collaborative. Donc, chacun va avoir peut-être un intérêt différent, qui peut être un intérêt personnel, comme m'a dit Bertrand, du plaisir. Ça peut, pour certains, amener de la notoriété, du recrutement même, voire même un petit peu d'argent si possible, même si je ne crois pas que, encore une fois, l'idée, ce ne soit pas d'aller chercher de l'argent, mais peut-être en effet en donnant, trouver secondairement peut-être de l'argent aussi si nécessaire. La deuxième étape, c'est trouver les bonnes personnes. Là, pareil, ça a été assez magique parce que c'est quelque chose qui s'est construit assez rapidement avec 18 chirurgiens qui sont des chirurgiens jeunes, motivés, qui sont sur Paris, Lyon, Périgueux, Nîmes et Nice. Et on est quand même à peu près à 4000 chirurgies du rachis par an sur ce genre de groupe, sans compter toute la partie médicale qui est chère notamment à Vincent Chalier, mais aussi à moi-même ou même à Bertrand, sur réflexion de tout ce qui n'est pas la chirurgie et tout ce qui est plutôt la partie médicale, qui peut tout à fait être réfléchi et analysé. Dans le co-construire le cadre de fonctionnement, il y a une charte de fonctionnement qui est en réflexion pour savoir comment on va gérer ça, parce qu'il faut en effet réfléchir sur la propriété des données. Les données appartiennent au patient, qui les confie au chirurgien, mais le chirurgien est maître de ces données-là, il peut ou pas les donner s'il veut. Ça pose aussi des questions par rapport à la règle des auteurs. Si jamais il y a un auteur principal qui se met en route, comment on va structurer les auteurs? Ça, c'est des choses aussi qui sont dans la charte de fonctionnement. Et puis après, à terme, on a parlé des points SIGAP. Si on parle reversement, bien sûr, si l'association est citée, comment on fait? Est-ce qu'on reverse les sous à chacun? Ou ce qui pouvait être réfléchi plutôt, c'était de collaborer justement et de mettre des arcs en commun ou des data managers en commun, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est plutôt représentatif et divers. On est à 9 neurochirurgiens et 9 orthopédistes. On va essayer de fertiliser ça et décloisonner tout ça parce que c'est vrai que pour l'instant, il n'y en a pas du tout de chirurgiens du public. On a un groupe qui reste assez mineur, mais pourquoi pas réfléchir plus grand, être plus utopique comme Auroville. Explorer tous les possibles, ça passe par notamment une réflexion vers l'étranger. Et puis, il va falloir tester tout ça, tester cette réflexion, cette intelligence collective. Et donc, l'idée, c'est de, assez rapidement, voir si ça marche dans la vie de tous les jours, si ces gens qui utilisent le logiciel de façon structurée, de façon commune, est-ce qu'on arrive à en sortir des datas assez rapidement? Alors, il y a une phase de test, pareil, on va tester, on va voir si est-ce qu'on arrive à sortir des données. Et si on arrive à sortir ces données, on pourra faire grandir les choses et absorber peut-être aussi d'autres personnes, encore plus de gens. Et puis, il y aura l'étape d'après, l'étape future, qui est donc d'obtenir des feedbacks, voir ce qui se passe, le ressenti des gens, comment ça se passe, d'avoir des premières difficultés. J'imagine il y aura forcément des difficultés, mais du coup, refaire tourner la roue de l'intelligence collective pour s'améliorer. Donc voilà, c'était vraiment un projet qui nous tient à cœur avec Vincent, qui a toutes les caractéristiques de l'intelligence collective, le groupe, l'envie commune, pas de hiérarchie, un objet lien qui est le logiciel commun, plutôt une économie du don, pas une économie basée sur forcément l'argent. Et puis, donc on est peut-être sur une utopie, mais comme disent certains, une utopie est en fait un berceau. Et donc, grâce à Follow, grâce à l'intelligence artificielle présentée par Vincent, Arthur et encore Vincent, la recherche clinique de Bertrand, la collectif que j'amène, on espère trouver le futur de la recherche collaborative. Merci à tous et si vous voulez venir nous voir dans la clinique futuriste de la clinique Saint-Jean-en-Montpellier, vous êtes les bienvenus. Bravo, merci.